Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. À la une de l'actualité, la crise liée au prix du pain. À Zéro-Corée, plusieurs boulangers et vendeurs de pain ont été arrêtés et contraints de payer 500 000 francs guinéens pour leur libération. Une démarche honteuse selon les responsables des boulangers et pâtissiers de Guinée qui comptent saisir la justice. La carte nationale d'identité biométrique est disponible, une carte bien sécurisée, ce qui expliquerait d'ailleurs la rigueur pour son obtention. À suivre dans cette édition, le constat de la rédaction. Des citoyens se sont prononcés, vous les suivrez. Les responsables des boulangers et pâtissiers de Guinée montent au créneau après l'arrestation de plusieurs boulangers et vendeurs de pain à Zéro-Corée. El Hadj Omar Sako parle de honte et d'escroquerie car les boulangers ont été obligés de payer 500 000 francs guinéens pour être libérés, dit-il. Il indique qu'ils vont saisir les avocats pour mettre fin à ces intimidations. Il faut noter que ces boulangers ont été interpellés pour avoir vendu le pain à 4 000 francs au lieu de 2 500 francs. Al-Sedi Barry commente les images de Mamadou Sayobalde et d'Aboubacar Din Kamar. C'est une opération coup de poing qu'ont lancé les autorités de Zéro-Corée ce mercredi contre les vendeurs de pain. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été interpellés pour avoir vendu la miche de pain à 4 000 au lieu de 2 500 francs guinéens. Le président de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée accuse le directeur préfectoral du commerce, le président régional de la chambre de commerce de Zéro-Corée et le préfet de violer le protocole d'accord signé à Conakry entre les boulangers, les ministères du commerce et de l'industrie, ainsi que des industriels. Je ne crois pas si c'est un préfet qui va mettre le prix du pain. Tu n'as pas la farine, tu ne connais pas le prix de la farine, tu ne connais pas comment on peut avoir la farine. Comment tu vas mettre le prix du pain? Déjà, il y a les ministres qui ont signé le prix du pain et le prix de la farine. Mais pourquoi tu refuses tes papiers? Il paraît-il que même le directeur préfectoral, lorsqu'il a vu le protocole d'accord, lui dit qu'il ne regarde pas ça. C'est-à-dire que c'est comme si Zéro-Corée en dehors de la Guinée. Ça est un autre pays. Sur les interpellations, il parle de honte et estime que sa corporation va saisir son avocat et porter plainte contre les autorités de Zéro-Corée. Mais pour le moment, il se réserve de toute grève dans le secteur. Ce que moi je vis dans la télé hier, ça fait honte. Ça fait honte. Les policiers qui sont en train de ramasser le pain, en train de voler le pain mangé, tu comprends? Et jusqu'à même, je vais dénoncer qu'ils ont demandé 2 400 000 francs à les boulangers. Lorsque j'ai reçu l'appel de Conakry de les libérer, ils ont demandé 2 400 000 francs que les boulangers doivent payer. Nous, on leur dit de refuser de payer, ne payer même pas 1 franc. À la fin de compte, ils ont pris 500 000 francs avec eux. C'est ce que nous allons réclamer avec les pertes de pain qui est déjà fait là-bas. Ce matin, ces responsables des boulangers étaient en négociation avec le gouvernement autour de l'augmentation du prix du pain, puisque le prix de la farine est en nette augmentation sur le marché mondial. Tous les prix dans le marché ont monté. Le sac de farine est parti de 250 000 à 300 000. On n'avait pas besoin d'une négociation pour augmenter le prix du pain. Mais puisqu'on veut la paix, on vient vers nos ministères, puisque l'État travaille avec les structures et toutes les organisations. Il reste à savoir si la ville de Zéro-Corée sera dans les rangs, quand on sait que Sigiri et Kankan ont déjà manifesté leur colère. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation était ce week-end l'hôte des enseignants et autorités éducatives de Kankan. Michel Pépé Bellamou est parti toucher du doigt les réalités auxquelles ses pairs sont confrontés sur le terrain et leur expliquer la lutte syndicale que le SNE est en train de mener pour leur cause. Alpha Koïta, notre correspondant basé sur place, y était pour nous. Voici son compte-rendu. C'est la salle de conférence du Centre islamique de Kankan qui a servi de cadre ce week-end à cette rencontre d'information et de prise de contact entre le patron du syndicat national de l'éducation, autorités éducatives et enseignants, avec à la clé venir non seulement les rencontrer pour se rendre compte des difficultés auxquelles ils sont confrontés, et en même temps leur expliquer les relations de partenariat qui existent entre le gouvernement et le syndicat. À cela s'ajoute leur expliquer leurs droits et devoirs et leur dire effectivement les acquis du syndicat national de l'éducation, les perspectives qui sont en cours et en même temps procéder à une large syndicalisation. Pour Michel Pépé Bellamou,
Outre le combat qu'a mené le SNE pour l'obtention et le reversement des primes d'incitation sur les bulletins de salaire des enseignants et la prise en compte désormais des responsables d'école dans le paiement de ces primes, sa structure syndicale entend aussi entrer en négociation avec le gouvernement pour leur dire si l'enseignant a un logement, il a une dotation en denrées de première nécessité, il a une couverture médicale qui lui permet d'être soigné, d'être évacué en cas de nécessité. Voilà des choses que nous allons cultiver. Pour gagner le pari, il faut impérativement que toutes les structures syndicales se donnent la main. C'est dans l'unité, c'est dans l'union, c'est dans la collaboration avec le gouvernement que nous pourrions valablement défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Au sortir de la rencontre, certains enseignants n'ont pas fait attendre leurs sentiments. La rencontre a été très fructueuse, ça nous a beaucoup renseigné, informé par rapport aux stratégies à mener dans le combat syndical. Les enseignants ont été édifiés sur le droit et devoir qu'un enseignant doit faire. Et avant de réclamer, il faut d'abord accomplir son devoir. Et quand le travail est bien fait, les élèves auront vraiment la bonne formation et nous allons récolter de bons fruits. Après le lancement officiel des opérations de délivrance de la carte nationale d'identité biométrique le 3 février dernier, son obtention est toujours un casse-tête pour les citoyens. Ils sont nombreux d'ailleurs, ceux qui préfèrent l'ancien format, même si sa production doit prendre fin bientôt. D'autres par contre n'ont Dieu que pour ce nouveau document sécurisé. Les multiples étapes à franchir ne semblent pas les inquiéter. Nos équipes ont fait le constat. Suivez le reportage de Djenab Bangoura et d'Aboubacar Din Kamar. 160 000 francs guinéens, c'est le montant total que doit débourser un citoyen pour s'offrir une carte d'identité nationale biométrique. 60 000 pour l'extrait date de naissance biométrique et 100 000 francs pour la carte elle-même. Le montant est versé dans une banque de la place contre un reçu que vous déposez dans un commissariat de la police. Attendre la procédure. Donc une fois qu'on vous remet votre certificat de naissance, automatiquement numérisé et sécurisé, automatiquement les données sont téléchargées dans la base de données de la police. Après, le lendemain ou bien le jour même, si ça vous permet, rendez-vous au niveau de la police nationale. À l'état civil de Matoto, l'une des communes qui délivre cet extrait date de naissance biométrique connaît une avancée. Lors de notre passage, ils étaient déjà à plus de 1000 extraits date de naissance biométriques délivrés selon le chef service. La lenteur dans l'activation du reçu à la banque est le seul problème signalé. Nous sommes en partenariat avec Mitigrodi. C'est eux qui ont la gestion de l'argent, ceux qui ont tout le reçu, ceux qui cherchent à connaître la validité. Si le reçu c'est falsifié, si le reçu n'est pas falsifié, il faut qu'ils passent un contrôle. Et à l'issue de ce contrôle, ils vont activer le reçu pour voir sans qu'il y ait des problèmes autour de ce reçu. C'est la procédure là parfois qui est un peu lente. Au commissariat central de Matam, la conception est visible à notre présence sans le moindre incident. On a commencé à recevoir les derniers reçus, tout est activé. Et l'engouement est là, nous recevons les clients très bien, il n'y a pas de pagaille. Ce citoyen s'est précipité pour faire sa carte d'identité nationale biométrique. Il se dit satisfait du processus. Je vais avoir des pièces pour être tranquille. C'est pourquoi je me suis mis à l'afflux pour chercher ma carte d'identité. Ils sont partis à la banque pour faire le versement, d'abord pour les extraits de naissance, après pour la carte d'identité. En tout, c'est 160 000, mais depuis ça, là, on n'a rien payé. Et ici, il n'y a pas eu de problème avec les agents. Chaque Guinéen aura un numéro identifiant qui sera inscrit sur la carte d'identité biométrique avec plusieurs autres mesures de sécurité qui rendent cette pièce d'identité infalsifiable. Personne, aucun citoyen n'a le droit d'avoir 3, 4, 5 pièces d'identité avec différents noms. Selon les statistiques, la police a date délivré plus de 2000 cartes biométriques et dans les jours à venir, l'utilisation de ces anciennes cartes sera interdite sur toute l'étendue du territoire, nous rassure le chef du projet.
Qui ne rêve de construire au bord de la mer pour profiter des avantages de celle-ci? Peu de personnes seraient désintéressées en tout cas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le littoral est presque obstrué. Des remblais sont faits tous les jours. Des bâtiments sortent de terre, accélérant la montée des eaux et empêchant les vents marins de pénétrer la ville. C'est un reportage de Mamadou Salouba et d'Alcini Kamara. Vu du ciel, le phénomène est perceptible. Des dizaines de bâtiments, des bureaux, des hôtels construits sur le littoral. Un accès direct à la mer, une inégalité qui prive le reste de la population de ce qu'on appelle les vents marins. Ce n'est pas normal, puisque quand vous construisez des bâtiments en hauteur au niveau de la mer, ça fait l'écran, ça empêche les vents marins, la ventilation marine de pénétrer dans les quartiers qui sont en hauteur. Donc ça empêche les autres citoyens de bénéficier de ces vents marins-là, ce qui n'est pas normal. Puisque sur le plan social, ça fait une ségrégation sociale, c'est-à-dire qu'il y a des privilégiés qui ont directement accès à la mer et le grand public est privé de cette mer. Dans certains pays, une bande de terre d'1 kilomètre est préservée. Personne n'est autorisé d'y construire. Ce sont des domaines publics maritimes uniquement réservés à l'ensemble des populations, riches ou pauvres. Donc le domaine public maritime, comme son nom l'indique, il est réservé pour les activités d'intérêt général et d'utilité publique. C'est-à-dire c'est réservé pour l'ensemble du public, les plages, les espaces verts aménagés, les espaces de loisirs, etc., etc. Les largeurs de cette bande de terre varient réglementairement en fonction des pays. Il y en a qui délimitent jusqu'à 800 mètres, il y en a qui vont jusqu'à 1 kilomètre. En République de Guinée, sur certaines parties du littoral, seuls quelques mètres séparent les zones habitées de la mer. Et comme si cela ne suffit pas, des remblais sont faits à plusieurs endroits, quitte à agresser l'environnement et accélérer la montée des eaux. Vous savez qu'on ne peut pas compresser l'eau. Quand on fait des remblais, ça veut dire qu'on a déplacé l'eau. Donc, aujourd'hui, nous assistons à ce qu'on appelle la montée du niveau de l'eau de mer. Donc, ces conséquences, c'est quoi? Ça se retrouve au niveau des parties les plus basses, c'est-à-dire les îles, les parties insulaires. Kabak, Tayaki et plusieurs autres localités sont déjà touchées par la montée des eaux, probables prochaines victimes de l'occupation anarchique du littoral, les quelques plages de la capitale. La dédicace du livre de l'écrivain Paul Kamano s'est effectuée ce mercredi à Conakry. C'est un document qui retrace l'itinéraire de l'entrepreneur et homme d'affaires guinéen Kerfala Persson Camara, communément appelé KPC. L'objectif, selon l'auteur, consiste à valoriser l'entrepreneuriat et inciter la couche juvénile à suivre les pas de KPC. Justin Lénon. C'est un livre intitulé Kerfala Persson Camara, bâtisseur des temps modernes. Il est composé de 88 pages réparties en 11 chapitres. Dans ce livre, l'auteur retrace la vie entrepreneuriale de l'homme d'affaires guinéen KPC. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement Paul Kamano est aussi à féliciter et encourager parce qu'il est entrepreneur, parce qu'écrire ce bouquin, il faut entreprendre. Il a eu l'initiative. Le travail qu'il est en train de faire, le travail de promotion du secteur privé, est un travail très important. Il souhaiterait que d'autres jeunes entrepreneurs, d'autres jeunes Guinéens, que ce soit au niveau de la presse ou à un autre niveau, puissent, n'est-ce pas, se joindre à lui pour faire le même travail. Kerfala Persson Camara, bâtisseur des temps modernes, se veut aussi un outil pédagogique au service de l'entreprise. C'est pourquoi l'auteur met en évidence les besoins de renforcement de l'écosystème entrepreneurial guinéen, mais aussi invite les jeunes entrepreneurs à s'inspirer de l'itinéraire de Kerfala Persson Camara KPC. Le livre Kerfala Persson Camara, bâtisseur des temps modernes, est disponible en librairie. Il coûte 120 000 francs guinéens l'unité.
Direction à présent à l'intérieur du pays, plus précisément à Mandiana, où les habitants du district de Dalakan, dans la sous-préfecture de Morodou, viennent d'organiser la fête de la mare. Une occasion pour les fils et ressortissants de la localité qui sont les principaux initiateurs de trouver les leurs en vue de discuter du développement du village. La cérémonie a été présidée par Tierno Madjo Bari, alias Bari Angola, qui promet d'offrir des fourrages et de l'énergie solaire à la population de Dalanka. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, y était pour nous. Nous sommes à Dalakan, un district de Morodou dans la préfecture de Mandiana, à la frontière guinéo-malienne. Ici, chaque année, à l'occasion de la fête de la mare, comme cela est de coutume, les fils résidents et ressortissants se retrouvent pour discuter du développement de leur localité. C'est des symboles historiques et culturels. Le fait chaque année de venir faire la fête de la mare. Nous avons profité cette année de mobiliser tous les ressortissants de Dalakan de par le monde à venir à cette fête, à une grande rencontre qui a été pour nous une plateforme d'échange d'idées et de projets dans le but de développer notre village. Le projet phare alors qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est le développement de la pisciculture à travers l'aquaculture. Outre son caractère festif, cette retrouvaille est aussi une aubaine pour les fils du terroir pour solliciter le concours extérieur de certains chefs d'entreprise et hommes d'affaires en vue d'atteindre leur objectif. Je suis fier d'être Wassolom. Et Inch'Allah, mon arrivée ici, ça va changer beaucoup de choses. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et le Mandianaka a même droit que les gens de New York. Et parce que l'économie qui se trouve ici n'est pas à Washington. Donner de l'eau potable aux habitants de Dalakan et alimenter le village en énergie solaire constitue la priorité du parrain de l'événement. Première chose, l'eau, le fourrage. On ne peut pas faire une barrage. Deuxième chose, une énergie solaire. Pour qu'eux ici vivent comme nous vivons dans les capitales. Ça c'est maintenant, pas après. Donc j'ai laissé Diaguité de prendre les études. Et le préfet m'a dit qu'il y a certaines études pour l'eau tirée à une montagne amenée à une certaine chose dans la ville de Mandiana. Ça encore, c'est demander l'étude pour qu'on avance. La rencontre a pris fin par la visite de certains chantiers déjà réalisés sur le terrain par l'association des fils ressortissants de Dalakan. Le président du Front populaire ivoirien ainsi que son bras droit sont depuis hier libres de tout mouvement. C'est la cour d'appel de la CPI qui a donc rendu la décision à La Haye. Accusés de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ils ont été acquittés définitivement. En Guinée, les partisans de Laurent Gbagbo ne cachent pas leur joie face à cette décision qu'ils attendaient depuis maintenant 10 ans. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla. Il a fallu 10 ans d'attente pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient définitivement libres de leur mouvement. Ils étaient accusés de crimes contre l'humanité. Et cet acquittement n'est pas une surprise pour les représentants du Front populaire ivoirien en Guinée. Pour eux, c'était déjà un combat gagné à l'avance. Nous sommes très heureux de l'apprendre et parce que nous savions que nous étions dans la vérité. On était sûr que ce combat-là, on allait le gagner puisque lui-même, Laurent Gbagbo, l'avait dit, j'irai jusqu'au bout pour que la vérité soit. Et durant presque 10 ans, ces personnalités-là avaient la ferme conviction qu'elles n'avaient rien fait. Et tout au long, elles clamaient leur innocence. Donc aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Près de 3000 personnes ont perdu la vie lors des violences post-électorales en 2010. Puisque Laurent Gbagbo a été blanchi, ces militants souhaitent que le camp Ouattara soit aussi jugé pour rétablir la vérité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour une crise où il y a eu des victimes dans les deux camps, si on a jugé un autre camp et qu'il n'y a pas eu de coupables, bon, si on veut aller sur la base de la justice, qu'on juge de l'autre côté aussi. Aujourd'hui, la justice donne raison au président Gbagbo et à Charles Blé Goudé. Alors du coup, il faut que les regards soient tournés aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté d'Alassane et de sa suite. Longtemps réclamé par ses partisans, ils attendent désormais la rentrée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ils souhaitent pour une vraie réconciliation que l'État lui facilite la tâche. Il faut que Gbagbo soit là et qu'il vive la situation ivoirienne le jour au jour.
Je demande que les cœurs se désarment et que nous arrivons à une vraie réconciliation pour que notre pays avance dans le développement. Les regards sont désormais tournés vers les autorités d'Abidjan quant à leur indulgence pour la rentrée de Laurent Gbagbo et d'autres acteurs politiques ivoiriens au pays. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. On se retrouve à 22h.